Allez, donc c'est l'heure, hein, je vais commencer. Donc le cours d'aujourd'hui porte sur la cohérence. Alors, cohérence. Alors, en fait, historiquement, je vous ai dit que les interférences, on avait eu du mal à les faire, et ça a joué un rôle dans l'opposition entre Newton et Huygens. Newton pensait que la lumière était transportée par des particules. Huygens pensait que la lumière, c'était une onde. Et le problème, c'est que si c'était une onde, on devrait pouvoir faire des interférences. Donc, Huygens n'avait pas réussi en son temps à réaliser ces interférences. C'est qu'au début du 19e siècle qu'on a commencé à en faire. Alors, le problème, c'est qu'il a fallu se rendre compte qu'il y a des conditions très strictes pour réaliser des interférences avec de la lumière. Et ces conditions, elles portent sur deux choses essentiellement. Déjà, il faut qu'on ait une source de lumière qui soit suffisamment monochromatique. Donc évidemment, à l'époque de Newton et Huygens, hein, c'est-à-dire fin du XVIIe siècle, on n'avait pas de laser. Bon, et donc il fallait penser à filtrer la lumière. La lumière blanche ne permet de faire des interférences qu'assez difficilement, et les résultats sont assez difficiles à interpréter. Alors, ça, c'est une première chose, le fait que la lumière doit être suffisamment monochromatique. On va voir pourquoi il faut que cette lumière soit suffisamment monochromatique, et quand elle ne l'est pas tout à fait, on va voir ce qui se produit et quels sont les critères quantitatifs qui nous permettent de prévoir quand il va y avoir des interférences ou pas. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la cohérence temporelle, et c'est ce par quoi on va commencer. Et pour anticiper un tout petit peu sur le cours suivant, il y a le deuxième critère, la deuxième condition qu'on doit respecter pour faire des interférences, c'est qu'il faut que la source ne soit pas trop grande aussi, ne soit pas trop étendue. En tout cas, avec la plupart des interféromètres, ça peut poser problème. Donc, on va voir également pourquoi dans la suite. Bon, donc moi je vais commencer par cette histoire de cohérence temporelle, hein, cette limitation qu'apporte le fait que les sources réelles ne sont pas tout à fait monochromatiques. Et donc pour ça, je vais introduire la notion de train d'onde. Monsieur, on voit pas votre tableau. Ah, c'est vrai, Je veux ok. dire, merci Elisa. Donc c'est bien de me le dire. Alors, oui, alors ma tête, c'est pas la peine, mais le tableau, c'est ça. Voilà. Est-ce que vous le voyez là maintenant? Ouais. Ok. Oui. Donc voilà, de ces cohérences, et petit 1, train d'onde. Voilà. Alors, la première chose, c'est qu'il faut se rendre compte que les sources qui sont parfaitement monochromatiques, ça n'existe pas. On a des lasers, on a l'habitude de dire que laser c'est une source monochromatique, mais c'est pas tout à fait vrai non plus. Et on va voir comment ça peut se quantifier ensuite. En fait, ce qui se passe quand vous avez de la lumière qui est émise, elle vient d'un atome en fait, cette lumière, et elle vient du mouvement d'un électron dans l'atome, ou précisément de la désexcitation de cet atome, c'est-à-dire au passage d'un électron d'un niveau élevé, d'un niveau électronique élevé à un niveau plus bas. Donc la source de lumière, ça peut être un atome seul, et voilà, même quand on a un atome qui émet de la lumière tout seul, en fait, la lumière qui est émise dans ce cas-là, c'est pas une sinusoïde parfaite et de durée éternelle, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Voilà, j'ai mis le champ électrique, l'amplitude du champ électrique correspondant à l'émission d'un atome, correspondant à l'émission d'un photon, si on veut. Si je parle de photons, si je fais de la mécanique quantique, en fait, bon, on verra ça un petit peu plus tard, il y a une incertitude sur les niveaux d'énergie. Et ça peut expliquer aussi, on peut expliquer aussi en mécanique quantique cette évolution du champ électrique au cours du temps. Donc, ce sont des oscillations qui ressemblent à une sinusoïde, mais ce sont des oscillations qui sont amorties. Elles sont, grosso modo, c'est un amortissement exponentiel. Donc, mathématiquement, ça peut se représenter par une fonction comme ça, signal au cours du temps, ou champ électrique au cours du temps. Je vais mettre plutôt champ électrique parce que c'est ça que j'ai écrit
à gauche, donc champ électrique au cours du temps, ça peut s'écrire sous la forme d'une constante fois exponentielle moins t sur tau, ça c'est l'amortissement exponentiel, que multiplier une sinusoïde. Donc la sinusoïde, je peux l'écrire 2π fois petit t sur grand T. T, c'est donc bien sûr la période. Alors, les ordres de grandeur, il s'agit de lumière, on parle de lumière dans tout ce chapitre. Donc, la période grand T, c'est la période d'une onde lumineuse. On sait que, on a vu ensemble les fréquences des ondes lumineuses, c'est à peu près 10 puissance 14, 10 puissance 15 Hz. Donc, la période, c'est environ 10 puissance moins 15 secondes. Hein. C'est juste un ordre de grandeur. Maintenant, le temps de décroissance, taux, c'est plutôt de l'ordre de 10 puissance moins 8 secondes. Voilà. Donc, au bout de 10 puissance moins 8 secondes, on n'a plus d'oscillation du champ électrique. Alors, c'est très rapide à notre échelle, mais quand on fait le rapport entre ces deux temps, le temps en taux et le temps et la période, ben, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs millions de périodes, mettons à peu près 10 millions de périodes, avant que le signal soit complètement effacé, complètement amorti. Voilà. Donc, c'est un signal qui est quasiment sinusoïdal, mais pas entièrement, parce qu'il a un début et il a une fin. Voilà. Donc, même si on avait un seul atome, on n'aurait pas une émission, on n'aurait pas une source parfaitement sinusoïdale. Bon. Alors, s'ajoute à ça le fait que en réalité, les sources sont composées toujours d'un bon paquet d'atomes, hein, sinon on ne verrait pas grand-chose. Et donc, du fait qu'on a un ensemble d'atomes, eh ben, on perd en plus de la cohérence à cause de ça, donc l'ensemble d'atomes. Alors, quel est le problème? Ben, c'est parce que déjà, les atomes ne sont pas coordonnés, même si vous avez, je ne sais pas, vous prenez une lampe à vapeur de mercure, vous n'avez que des atomes de mercure qui émettent de la lumière dans cette lampe. Donc on peut se dire que tous les rayonnements émis correspondront à la même fréquence, sauf que les différentes émissions des différents atomes ne vont pas se faire en même temps. Donc il y a des déphasages aléatoires entre les différents atomes, déphasage aléatoire, entre les émissions. Voilà. Et puis, il peut se passer encore d'autres choses avec les atomes. Ils peuvent être perturbés parce que même dans un gaz parfait, je vous rappelle qu'il y a des collisions. Et qu'est-ce que ça fait s'il y a des collisions entre atomes? Eh bien, ça perturbe les valeurs des niveaux d'énergie des électrons. Donc, ça change aussi les différences entre ces niveaux d'énergie, et donc ça change la fréquence d'émission. Hein. Donc, les collisions, ça fait varier la différence de niveau d'énergie, variation je vais écrire plutôt variation des niveaux d'énergie, donc variation de delta énergie, et donc variation de fréquence. Donc on va avoir des émissions à des fréquences différentes qui vont se superposer. Et puis il y a encore un autre effet, c'est simplement du fait que les atomes qui sont les sources de lumière, du fait que ces atomes sont en train de bouger, ça c'est surtout le cas des gaz, mais quand vous avez un laser hélium-néon, c'est bien un gaz qui émet la lumière. Quand vous avez une lampe à vapeur de sodium, c'est un gaz, donc c'est un truc assez courant. Donc cette agitation de la source de lumière, ça crée un effet Doppler. Hein. Donc ça, vous connaissez l'effet Doppler. Si vous avez une ambulance qui passe à côté de vous, elle se rapproche, c'est plus aigu, elle s'éloigne, c'est plus grave. Eh ben, il y a la même chose avec la lumière. Et donc ça aussi, ça contribue à changer les fréquences des émissions. Donc variation des fréquences d'émission. Bon, et vous avez donc même si on parle d'un laser, vous avez un gaz avec un grand nombre d'atomes et plein d'atomes indépendants qui émettent, pour les différentes raisons que je viens de mentionner, qui émettent à différentes fréquences. Voilà. Donc,
tout ça pour vous dire qu'une onde parfaitement monochromatique, ça n'existe pas. Donc le résultat, si vous voulez, c'est qu'au lieu d'avoir, alors déjà je vais mettre une onde parfaitement monochromatique n'existe pas, même aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur ce que je viens de dire déjà? Bon, donc si ça n'existe pas, comment est-ce qu'on peut quand même décrire mathématiquement les ondes réelles? Alors, on parle, quand vous avez une onde qui n'est pas tout à fait monochromatique, mais qui ressemble beaucoup, on parle plutôt d'ondes quasi-sinusoïdales. Donc, j'écris ici, onde quasi-sinusoïdale. Ces ondes quasi-sinusoïdales, on les écrit comme ceci. On les écrit, donc je prends le champ électrique, donc E de t égale E0, donc une amplitude lentement variable au cours du temps, que multiplie exponentielle J, facteur de oméga t, plus, ou moins plutôt, je vais prendre la notation qu'on avait prise avant, oméga t moins phi de t, avec une phase qui elle-même peut dépendre légèrement du temps. Alors en fait, sur une certaine durée qu'on va appeler le temps de cohérence, alors je vais le définir après, mais donc sur une certaine durée, que je vais noter tau c, eh bien ces deux expressions, la E0 de t, l'amplitude, phi de t, la phase, prennent une valeur constante. Donc j'écris variation faible sur une durée taux indice C. Donc C, ça sera en fait, c'est ce qu'on note, le temps de cohérence. Alors je vous montre graphiquement à quoi ça correspond. Temps de cohérence. Voilà. Donc pour éviter de faire des calculs, je vous montre une simulation. Faire un copier-coller. Je mettrai sur Arch tous les dessins là, que je présente. Juste, excusez-moi, monsieur, vous Oui. descendez un peu trop vite, parce que je copie lentement. D'accord. Alors, j'essaie de mettre en... Je dézoome un petit peu. Comme ça va ou pas? Oui, merci beaucoup. Okay. Donc, voilà. Alors, du coup, on voit un petit peu petit. Je vais le grossir, ce truc-là. Voilà. Donc, ce que vous voyez sur le haut du dessin, c'est le résultat de la simulation numérique d'une superposition d'une dizaine ou d'une centaine, je ne sais plus, d'ondes sinusoïdales. Hein. Donc, c'est un exemple de superposition. Je mets ici superposition d'ondes sinusoïdales qui sont déphasées entre elles, sinusoïdales. Hein. Donc, on a pris, pour faire ce graphique-là, mathématiquement, on a sommé sur ordinateur des sinusoïdes d'amplitude légèrement différentes et surtout avec des déphasages tirés au sort. Voilà. Et on a sommé ça et on regarde au cours du temps ce que ça fait. Ça correspond grosso modo à l'émission par un ensemble d'atomes qui sont, bien que identiques, ne sont pas coordonnés les uns aux autres. Hein. Donc ces sinusoïdes, elles ont toutes la même fréquence, mais elles ont des amplitudes et des phases qui sont aléatoires, hein, les unes par rapport aux autres, elles sont indépendantes. Voilà. Et qu'est-ce qu'on constate sur le résultat? On constate que ça forme des paquets comme ça. Alors c'est bon, Céane, je peux rezoomer? Hein, donc ça forme des paquets. Voilà. Et dans chacun de ces paquets, en fait, si on faisait un zoom suffisamment sur chaque paquet, vous voyez, j'isole le paquet central là. Dans un paquet comme ça, on peut vérifier que l'onde apparaît comme une sinusoïde, c'est quasiment une sinusoïde, mais dont l'amplitude varie lentement au cours du temps.
et la phase de cette sinusoïde reste à peu près constante pendant cette durée-là. Donc cette durée-là, on dit que c'est la durée d'un train d'onde. Donc si vous voulez, voilà, j'ai entouré en rouge au-dessus un train d'onde. Il y a le train d'onde d'à côté, c'est ce que j'entoure en vert. Il y a ensuite un autre train d'onde qui ressemble à ça. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'un train d'onde? C'est dans le temps, hein, c'est une oscillation sinusoïdale du champ électrique. Et cette oscillation quasiment sinusoïdale du champ électrique, en fait, elle ne dure qu'un temps limité. Et ce temps, c'est ce que je note, tau c, c'est la durée de cohérence. C'est, si vous voulez, pour le dire autrement, ce tau c, cette durée de cohérence, c'est la durée pendant laquelle on peut considérer qu'une onde est à peu près une onde sinusoïdale, c'est-à-dire avec une phase constante. Voilà. Temps de cohérence, donc je l'écris, ce que je viens de dire. Tau c est la durée pendant laquelle on peut considérer que l'onde est quasiment sinusoïdale. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez sur le graphique d'en bas, qu'est-ce qui se passe au bout d'une certaine durée? Eh bien, la phase passe d'une valeur qui était à peu près constante là sur le paquet rouge, elle saute assez brutalement à une autre valeur. Hein, sur le paquet vert, vous voyez, voilà, il y a eu un saut brutal. Donc, on peut retenir pendant un train d'onde, la phase est constante. L'amplitude varie lentement. Mais d'un train d'onde au train d'onde suivant, eh bien, il y a une transition brutale et la phase varie brutalement, elle varie de manière aléatoire. Donc, entre deux trains d'onde, la phase varie brutalement. Voilà. Et donc, on aimerait bien, bon ça c'est encore assez qualitatif, et on aimerait bien, dans des cas concrets, connaissant une source de lumière, on aimerait bien évaluer l'ordre de grandeur de ce temps de cohérence tau c, qui est aussi la durée d'un train d'onde. Hein. Donc ce que j'ai noté, durée d'un train d'onde, là au-dessus, c'est la même chose que tau c, c'est le temps de cohérence. Bon. Alors ça, c'est ce que je vais faire dans le paragraphe d'après. Donc ça, on est au petit c, ça c'était le petit c1, notion de train d'onde. Et donc petit c2, on va calculer, on va donner un ordre de grandeur de la durée d'un train d'onde. Donc mettre ça, c2, donc temps de cohérence et largeur spectrale. Voilà. Donc, ce qu'on vient de voir, c'est que les sources réelles sont une superposition. Je vais mettre source. Les sources de lumière sont des superpositions d'ondes monochromatiques. Superposition d'ondes monochromatiques. Voilà. Alors, comment on peut écrire ça mathématiquement? Alors, on peut penser à écrire une somme comme ça, S de t ou E de t plutôt. Allez, je vais écrire un E puisque j'ai écrit E tout à l'heure. Donc, Monsieur? Oui. Excusez-moi, vous pouvez monter un tout petit peu le tableau? Il me manque la phrase entre deux trains d'onde. Alors, entre deux trains d'onde, la phase varie brutalement. Merci. Voilà, donc je disais que les sources réelles
sont des superpositions d'ondes monochromatiques. Donc, comment je peux écrire le champ électrique? Bon, on peut se dire superposition d'ondes monochromatiques, j'en prends une, donc c'est une certaine amplitude, bon, complexe a priori, exponentielle J oméga 1 T. Donc, je mets un nombre complexe parce que les sources, les atomes qui émettent de la lumière sont déphasés les uns par rapport aux autres, même s'ils sont tous identiques, même s'ils appartiennent à la même. Mettons, si vous pensez à une lampe à vapeur de mercure ou une lampe à vapeur de sodium, comme vous avez vu au lycée, vous n'avez que des atomes de sodium ou que des atomes de mercure, mais ils sont déphasés, ils n'ont pas de liaison les uns aux autres. Donc, voilà, ça, le A1 exponentielle J oméga 1T, ça peut être une façon de représenter l'émission par un premier atome. Se superpose à lui une autre émission par un autre atome du même type, A2 exponentielle J oméga 2T, parce que l'autre atome, il sera peut-être en mouvement légèrement par rapport au premier, etc. Et puis, on arrive jusqu'à une source N, AN exponentielle J oméga NT. Voilà. Alors, c'est ce genre de somme qu'il faut faire, mais sur un très grand nombre d'atomes, sur un très grand nombre de sources. Et donc, en réalité, comment est-ce qu'on peut mesurer ce qui se passe réellement dans la source lumineuse? Eh bien, il n'y a qu'à en faire son spectre. Bon, d'ailleurs, on le fait avec des réseaux, avec de la diffraction, ça c'est ce qu'on verra un petit peu plus tard. Et donc, si je représente l'amplitude de chaque onde en fonction de la fréquence, eh bien souvent ce qui se passe, c'est que pour une source qui est quasiment monochromatique, on a une répartition comme ça en fréquence. On a une forte émission au voisinage d'une certaine fréquence ou d'une certaine pulsation que je vais noter oméga 0. Donc, voilà, ce qu'on appelle une source monochromatique en pratique, c'est une source qui n'émet qu'une raie. Donc, normalement, au lycée, vous avez dû faire des expériences de spectroscopie. Je ne sais pas si on vous a fait étudier une lampe à vapeur de mercure ou une lampe à vapeur de sodium. Quand vous regardez le rayonnement de cette lampe à travers un spectroscope, vous apercevez qu'il y a des raies d'émission qui sont relativement fines. En fait, elles ont une certaine largeur, ces raies. Et donc, on peut quantifier cette largeur en disant que, voilà, à mi-hauteur, mettons, vous avez la largeur de la raie d'émission qui vaut un certain delta oméga. Alors, moi, ce que je voudrais, c'est, connaissant la largeur d'une raie d'émission, je voudrais pouvoir en déduire la durée de cohérence dont j'ai parlé tout à l'heure, le temps de cohérence ou la durée d'un train d'onde dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors pour ça, il faut que je fasse un petit calcul sur un modèle simplifié. Donc je vais l'écrire à droite. Je vais faire une petite simplification de la réalité, c'est-à-dire que je vais considérer que cette raie d'émission, elle est parfaitement rectangulaire. Donc voilà, je transforme un tout petit peu mon schéma. Ça fait ça. Voilà. Et donc la raie d'émission, elle va ressembler à ça. Alors, j'arrive, je reprends un petit truc, j'arrive tout de suite. Voilà, donc j'ai fait une raie rectangulaire qui me permet de simplifier mon calcul. Je vais faire juste un calcul d'ordre de grandeur. Connaissant donc la largeur d'une raie émise, que je note toujours delta oméga, centrée en une fréquence ou une pulsation oméga 0, je voudrais en déduire la durée typique d'un train d'onde. Okay, donc, voilà, sur ce profil rectangulaire, donc c'est une raie à peu près rectangulaire. Je veux savoir quelle est la durée d'un train d'onde. Alors, donc, je vous disais tout à l'heure, pourquoi on a eu du mal historiquement à faire des interférences, c'est parce qu'il faut avoir des sources les plus monochromatiques possibles. Plus la source est monochromatique, plus c'est facile. Aujourd'hui, avec les lasers, c'est extrêmement facile de voir des interférences. C'est tellement facile que des fois, on fait des interférences sans s'en rendre compte, et ça peut masquer les phénomènes qu'on veut réellement voir. Bon, mais on peut
faire des interférences avec autre chose qu'un laser. Hein. Par exemple, si vous avez une source qui est une lampe à vapeur de mercure, bon, bah, vous avez une raie dans le vert, une raie dans le bleu, une raie dans le violet, une raie dans le jaune, et vous pouvez, avec un filtre, vous pouvez isoler telle ou telle raie et faire des interférences avec ces raies-là. Ça marche très bien aussi. Bon. Donc, dans tous les cas, on tombe sur quelque chose qui a cette tête-là. On a un ensemble de fréquences qui sont émises et qui sont proches les unes des autres. Alors, si je veux écrire le champ électrique correspondant, eh bien, c'est une somme de fréquences, mais c'est une somme continue cette fois de fréquences. Hein. Donc, je vais écrire que le champ électrique, au cours du temps, c'est une somme pour des amplitudes. Alors, oui, j'ai mis le A. Ici, une amplitude, je vais prendre une amplitude A0 pour tous les points de cette raie. Donc, c'est une somme de l'amplitude A0 fois exponentielle J oméga T d oméga. Hein, j'intègre sur oméga parce que c'est l'équivalent de ce que j'ai écrit tout à l'heure. Je sommais pour oméga 1, oméga 2, oméga n, etc. Et ben là, imaginez que toutes ces fréquences, ce sont voilà, oméga 1, oméga 2, oméga 3, etc., oméga n, ce sont toutes les fréquences là, que j'ai représentées avec des petits points verts au voisinage de oméga 0. Donc pour faire le calcul, je passe à une intégrale et donc j'intègre sur oméga pour une pulsation oméga qui va de un certain oméga minimum à un certain oméga max. Voilà. Donc le oméga minimum, c'est à gauche, bien sûr, oméga min, et oméga max à droite. Voilà. C'est ça que je dois calculer. Oui. Monsieur, pardon de Oui. vous couper. Vous avez dit que plus l'onde, plus c'est monochromatique, mieux c'est parce que le delta oméga il va diminuer. Oui. Ok, d'accord, merci. Donc voilà, donc je fais cette intégrale. Hein, donc j'intègre sur oméga. Hein, et non pas sur le temps. Hein. Donc, faut faire attention à ça. C'est une somme sur des radiations. Je fais une somme de radiations monochromatiques. Donc, le A0, il sort parce que c'est une constante. Et il me reste à trouver une primitive de exponentielle j oméga t en intégrant par rapport à oméga. Donc, la variable, c'est oméga et la constante, c'est jt. Donc, vous savez que la primitive, c'est exponentielle j oméga t sur jt. Et je dois prendre cette valeur entre oméga min et oméga max. Voilà. Là, c'est une primitive toute simple. Alors, donc, je l'écris, ça fait A0 sur JT, facteur de la différence, donc exponentielle J oméga max T moins exponentielle J oméga max J oméga min fois T. Voilà. Bon, donc je continue à transformer un petit peu. Donc ça fait A0 sur JT. Alors, le oméga max, qu'est-ce que c'est oméga max? C'est oméga 0 plus delta oméga sur 2. Voilà, donc je le remplace. Et oméga min, c'est oméga 0 moins delta oméga sur 2. Voilà. Alors, si je l'écris comme ça, c'est évidemment pour factoriser. Vous avez oublié le J, monsieur. Oui, Pour le pardon. premier exponentiel, vous Ah avez oui, j'ai oublié oublié le un J. J. Merci. Donc, si je l'écris comme ça, c'est parce que ça me permet de factoriser. Je factorise par exponentielle j oméga 0. Donc, ça fait A0 toujours sur jt, exponentielle j oméga 0t, facteur de exponentielle j delta oméga sur 2t, moins exponentielle moins j delta oméga sur 2 fois t. Voilà. Alors, on reconnaît dans le crochet, j'espère que vous commencez à avoir l'habitude, on reconnaît dans le crochet un sinus, donc je le fais apparaître, ça fait A0 sur JT, que multiplie 2J fois sinus de delta oméga sur 2 fois T, que multiplie exponentielle J oméga 0T. Voilà. Alors, qu'est-ce qui simplifie? Il y a le J qui simplifie en haut et en bas.
Et ce que je vais faire à partir de là, c'est que, bon, vous allez voir tout de suite pourquoi je le fais. Je vais multiplier par delta oméga, sauf que je voudrais écrire un petit peu moins gros. Je refais. Voilà, je vais multiplier par... Non, j'ai pas réussi. Donc voilà, je multiplie par delta oméga en haut et en bas. Évidemment, ça ne change rien. Et puis, je vais multiplier par 1,5 en haut et en bas. Ouh là là, avec un trait gros comme ça, on ne verra rien du tout. Donc, je multiplie par delta oméga en haut et en bas. Et je divise par 2 en haut et en bas. Après, pourquoi? Voilà, divisé par 2. Voilà, donc en fait, j'ai multiplié en haut et en bas par delta oméga sur 2. Bon. Alors, pourquoi je fais ça? Là, il y a un A0. Voilà. Est-ce que je ne vais peut-être pas aller trop vite? Est-ce qu'il y a quelque chose déjà? Est-ce qu'il y a un problème dans le calcul jusque-là? Est-ce que petite. Bon. Alors, donc à partir de là, pourquoi je fais ça? Parce que finalement, ceci, je peux le réécrire comme ça. Alors déjà, j'ai un 2. Je simplifie un tout petit peu l'expression. J'ai un 2 ici et un 2 là qui se simplifient. Donc, il me reste A0 fois delta oméga. On a dit que les J se simplifient. Et il reste fois sinus de delta oméga sur 2 fois T divisé par delta oméga sur 2 fois T. Et ceci multiplié par exponentielle J oméga 0T. Bon. Alors, là, pourquoi j'ai écrit ça? C'est parce que ça fait apparaître une fonction qui est bien connue de tous les physiciens et qui intervient dans plusieurs domaines de la physique. C'est ce qu'on appelle la fonction sinus cardinal. Et je vais vous donner son allure juste après. Donc, je vous définis ça. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu en mathématiques, hein, parce que ça se définit en maths aussi. Donc, je mets en remarque, parce que ça peut être vu en maths, la fonction sinus cardinal, la voilà, fonction sinus cardinal. Alors, cette fonction cardinale, par définition, alors on la note comme ça, sin c de x. Et il y a deux définitions possibles. Je vous donne la plus courante dans les livres d'optique, c'est sinus x sur x. Et moi, c'est la définition que je vais prendre, sinus x sur x. Donc, en fait, vous voyez que ce qui est en rouge, c'est sinus cardinal de delta oméga sur 2t. Alors, cette fonction, je vous donne tout de suite son allure. Et alors, d'ailleurs, vous l'avez, si vous cherchez dans vos feuilles, dans les polycopiés que j'ai pu vous donner au dernier cours, hein, j'ai eu le temps de vous donner des polycopiés. Je vous montre l'allure de cette fonction. Et puis, je vous donnerai, en plus, je vous enverrai le fichier PowerPoint correspondant à ça. Là, voilà. C'est ça, la fonction sinus cardinal. Je grossis un petit peu. Voilà, elle a cette tête-là. Alors, pour les grandes valeurs de x, c'est assez simple à comprendre. Quand x grandit, le sinus il varie entre -1 et 1, et x il grandit, donc c'est de plus en plus écrasé. La fonction sinus x sur x, sinus cardinal, elle est forcément comprise entre 1 sur x et -1 sur x. Donc on comprend que assez rapidement, cette fonction, elle disparaît, elle s'écrase. Elle ne prend de valeur importante qu'au voisinage de 0. Sauf qu'en 0, elle ne diverge pas quand même, puisque la limite, quand x tend vers 0, de sinus x sur x, en fait, on peut faire un développement limité et on trouve que ça fait 1. Sinus x est équivalent à x au voisinage de 1. C'est d'ailleurs ce que vous avez utilisé depuis le cours de l'année dernière en optique géométrique. Donc, vous voyez, ça correspond à ce qu'il y a sur ce graphique. Là, pour x égale à 0, sinus x sur x, ça fait 1. Donc, en fait, on peut retenir que la fonction sinus cardinal, en gros, c'est un pic.
un pic central, et puis après, on a des petites oscillations à côté qu'on peut rapidement négliger. Donc, elle ne prend de valeur importante que entre les deux points violets là, que je suis en train de représenter, et en fait, l'abscisse de ces points violets, c'est pi et moins pi. Voilà. Donc, voilà, on peut retenir ça. Alors, pourquoi pi? C'est assez évident. Hein. Si vous faites x égale pi, dans la sinus x sur x, ça fait sinus de pi sur pi. Sinus de pi, ça fait 0. Donc, la première annulation, c'est pour x égale pi. OK, est-ce que jusque-là, ça va? Sur la fonction sinus cardinal? Oui, oui. Oui. OK. Alors, donc j'en déduis. Alors, je l'ai présenté parce qu'on la reverra en diffraction, et puis ça sert encore dans d'autres domaines de la physique. Alors, je reviens à l'expression du champ électrique. Donc, finalement, le champ électrique, je vous rappelle ce que je suis en train de faire. Je suis en train de voir à quoi ressemble, comment je peux écrire le champ électrique dû à une superposition d'ondes qui sont monochromatiques, mais toutes un petit peu décalées les unes par rapport aux autres, hein, pour me rapprocher d'une source réelle. Et je veux voir pendant combien de temps je peux considérer que cette superposition ressemble à une onde sinusoïdale. C'est ça qui va me permettre de calculer la durée de cohérence. Bon. Donc je reviens à l'aspect calculatoire, c'est presque fini. J'ai donc A0 fois delta oméga que multiplie donc sinus cardinal de delta oméga sur 2 fois t. Voilà, que multiplie exponentielle de j oméga 0t. Alors ça, c'est en notation complexe, je viens de m'apercevoir, mais je ne vais pas le remettre partout. Si je mets en notation réelle, ça fait A0 delta oméga, sinus cardinal de delta oméga sur 2t, voilà, fois cosinus de oméga 0t. Bon. Donc, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une onde qu'on peut considérer comme une onde sinusoïdale à cause du terme cosinus oméga 0t qui varie vite, mais l'amplitude de cette onde ne sera appréciable que quand le sinus cardinal qui est devant a une valeur importante. Donc ça n'est vrai que cette valeur devient négligeable dès que l'argument du sinus cardinal vaut pi. Hein, donc ici, je mets valeur pratiquement négligeable. L'amplitude de cette oscillation, de cette somme, de cette superposition devient quasiment négligeable quand delta oméga sur 2t devient égal à pi. Alors pratiquement négligeable. Donc je remonte un petit peu. À partir d'une certaine durée, donc c'est justement la durée de cohérence, à partir de, alors t, je vais écrire après, à partir de t, tel que delta oméga sur 2t égale à pi. Voilà, donc ce t, ça nous fait 2pi sur delta oméga, et donc, je vous rappelle que oméga, c'est 2pi fois la fréquence, donc je peux diviser par 2pi en haut et en bas, et ça fait 1 sur delta nu, parce que je vous rappelle qu'on note nu la fréquence, hein, donc je ne sais pas pourquoi je continue à écrire en vert, voilà, nu égale oméga sur 2pi égale fréquence. Voilà, donc cette durée, je répète l'interprétation, hein, cette durée qu'on vient de calculer, c'est la durée pendant laquelle on peut considérer que cette somme d'ondes sinusoïdale de fréquence proche donne une onde qu'on peut elle-même considérer comme sinusoïdale. Au bout de cette durée-là, il y a les déphasages entre les différentes ondes font que il n'y a plus rien. Et on passe éventuellement à un autre paquet d'ondes. Donc en fait, ce qu'on a calculé, c'est un ordre de grandeur de la durée de cohérence. Hein. Donc on retient que en ordre de grandeur, donc il faut retenir le résultat. La durée de cohérence dont on a parlé avant, c'est ça. Hein, c'est 1 sur delta nu,
Et donc, qu'est-ce que c'est delta nu? C'est, allez, je l'écris, c'est 1 sur nu max moins nu min. C'est l'écart entre la fréquence maximale et la fréquence minimale correspondant à une raie d'émission. Si je note les fréquences et l'amplitude en fonction de la fréquence, voilà, vous avez, je fais le même dessin que tout à l'heure, hein, vous avez une raie d'émission. Une raie d'émission, elle a une certaine largeur. Bon, et ben, j'ai nu max à droite et nu min à gauche. Donc, avec un spectroscope, on peut mesurer cette largeur de raie, nu max moins nu min, et on peut en déduire, on peut calculer le temps de cohérence correspondant. Okay. Donc, on voit bien sur cette formule que plus la raie est fine, plus nu max moins nu min est petit, plus le temps de cohérence sera grand. On dit que dans ce cas-là, on a une grande pureté spectrale. Ok. Vous me dites s'il y a des questions là-dessus. Alors, avec ça, qu'est-ce qu'on peut calculer? On peut calculer, par exemple, on peut en déduire le nombre d'oscillations sinusoïdales pendant un train d'onde. Donc, nombre d'oscillations sinusoïdales dans un train d'onde, oscillations sinusoïdales. Dans un train d'onde. Hein, donc, je rappelle un train d'onde visuellement, je remonte ce que j'avais fait tout à l'heure là. Voilà, les trains d'onde, ça correspond à ces paquets-là. Combien j'ai d'oscillations dans chacun de ces paquets? Alors, ce n'est pas toujours la même chose, bien sûr, mais je suis en train de faire un calcul en ordre de grandeur. Donc, je redescends à mon calcul, là. Si je connais donc la largeur des raies d'émission, je peux faire ce calcul-là. Alors, ben, c'est assez simple. Ce nombre d'oscillations, c'est la durée d'un train d'onde divisé par la période de l'onde. Bon. Alors, la durée d'un train d'onde, on vient de dire que c'est 1 sur delta nu, la largeur de la raie en fréquence. Et la période de l'onde, ben, vous savez bien que c'est l'inverse de la fréquence de l'onde. Voilà, fréquence moyenne. Donc, voilà, je peux écrire nu sur delta nu. Voilà le nombre d'oscillations. On va faire une application numérique après. Bon, et donc avec ça, ben, je peux trouver, par exemple, si je vous donne, voilà, exemple, je prends un laser. Dans un laser, vous avez un laser, mettons, les lasers les plus courants, c'est les lasers hélium-néon. Donc, leur longueur d'onde d'émission, lambda, tiens, je ne l'ai même pas noté, mais c'est de l'ordre de 600 nanomètres, 600, je crois que c'est 632, là, je m'avance un petit peu, je crois que c'est 632 nanomètres, leur longueur d'onde d'émission. Donc, avec la célérité de la lumière, on pourrait calculer la fréquence correspondante. Et pour ces lasers, on a un delta nu qui est nu max moins nu min, qui vaut à peu près, l'ordre de grandeur, c'est 10 puissance 8 Hz. Voilà. Donc, pour avoir le nombre d'oscillations correspondantes, hein, bah, j'écris, j'ai besoin de la fréquence. Donc, je vais l'écrire. Je vous rappelle que la célérité de la lumière, c'est lambda fois nu. Hein, comme j'ai lambda, je peux en déduire nu. C'est C sur lambda. Donc, j'y vais, je fais l'application numérique. Ça fait 3 à 10 puissance 8 mètres par seconde, divisé par 632 10 puissance moins 9 mètres. Voilà, alors ça fait quelque chose dans les 10 puissance 15, tout ça. Alors, comme bêtement, j'ai oublié de prendre l'application numérique, je vais le faire en même temps. Donc, 632 10 puissance moins 9, ça fait 4,74 fois 10 puissance 14 Hz. Hein, donc, c'est bien d'avoir quelques ordres de grandeur en tête. Je vous ai dit, les radiations lumineuses, c'est 10 puissance 14, 10 puissance 15 Hz. Si vous trouvez quelque chose de complètement différent, il faut revoir votre calcul. Donc, ça y est, j'ai nu, j'ai delta nu, et hop, je peux en déduire que le nombre d'oscillations sinusoïdales
dans un train d'onde, pour un laser, donc c'est pour un laser hélium-néon, hein, c'est les lasers rouges. Hein. Quand vous avez un laser rouge qui n'est pas un laser spécial, pas un laser de compétition, c'est des lasers hélium-néon. Donc ça nous fait 4,74 fois 10 puissance 14 Hz divisé par 10 puissance 8 Hz. Voilà. Donc on a un nombre d'oscillations qui vaut à peu près 5 fois 10 puissance 6 oscillations. Voilà. Donc environ 5 millions d'oscillations sinusoïdales à la suite. C'est bon pour tout le monde? Alors, quelle est la longueur d'un train d'onde dans l'espace? Puisque si vous avez une onde sinusoïdale qui a une durée tau c, durée de cohérence, eh bien, sachant qu'elle avance à la vitesse de la lumière, eh bien, dans l'espace, elle a une certaine étendue. Hein, donc, la longueur d'un train d'onde, elle est notée LC, ce qu'on appelle la longueur de cohérence. La longueur d'un train d'onde, et donc je vous rappelle, hein, juste à l'oral, qu'un train d'onde, c'est une oscillation quasiment sinusoïdale donc sur une certaine durée. La longueur d'un train d'onde est notée L indice C. Alors pourquoi L indice C? Parce qu'on appelle ça aussi la longueur de cohérence. Longueur de cohérence. Voilà. Alors, comment on fait pour calculer cette longueur? Il n'y a rien de plus simple, il suffit de multiplier la durée par la vitesse de la lumière. Hein. C'est vitesse égale distance sur temps, hein. C'est pas plus compliqué que ça. La vitesse de la lumière, tout le monde la connaît, c'est 3 à 10 puissance 8 mètres par seconde. La durée de cohérence, on l'a calculée tout à l'heure. On l'a calculée ou pas? Non, tiens, j'ai oublié de la calculer. La durée de cohérence, c'est l'inverse de delta nu, hein, on a dit tout à l'heure. Donc ça fait tau c égale 1 sur delta nu, et donc ça nous fait 1 sur 10 puissance 8 Hz. Voilà. Donc ça nous fait 10 puissance moins 8 secondes. C'est ça que je vais mettre ici. Donc fois 10 puissance moins 8. Et donc ça nous fait 3 mètres. Voilà. Ça, c'est 3 mètres. Qu'est-ce que c'est? C'est la longueur d'un train d'onde émis par un laser. Il y a une oscillation sinusoïdale de longueur 3 mètres qui se déplace à la vitesse de la lumière. Qu'est-ce qui se passe quand le train d'onde est fini? Il va y avoir un autre train d'onde qui va être émis, hein, juste à la suite. On a une succession de trains d'onde, sauf que quand on passe d'un train d'onde à un autre, la phase de l'onde change de manière brutale et de manière aléatoire. Voilà le bilan. Ok, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Moi, monsieur, Oui. J'avais pas très bien compris, c'était un peu avant. Comment on sait que c'est quand sin-C, au niveau du sin-C? Alors, le sinus cardinal, je vous ai dit, Oui. la première annulation, c'est pour x égale pi. Voilà, ça correspond à la croix, là, à ça. Oui, mais du coup, comment on sait que c'est à partir de... Enfin, nous, ce qu'on veut, c'est quand E de t a une amplitude constante. Alors, moi, ce que je cherchais, je suis parti de l'expression là que j'entoure à droite en bleu. Okay, et ce que je dis, c'est que à l'instant 0, l'amplitude de cette onde, elle est maximale, et je cherche l'ordre de grandeur de la durée de cette onde. Et la question, c'est au bout de combien de temps l'amplitude de cette onde devient négligeable par rapport à sa valeur initiale. Et c'est là que je me réfère au graphique qui est à gauche, qui représente l'amplitude du sinus cardinal, hein, c'est ce que j'ai entouré en vert. Et donc sur le graphique qui est à gauche, je dis, bon, en gros, entre l'instant 0, voilà, je représente là en violet, entre l'instant 0 et l'instant pi, je suis sorti, quand x égale pi, je suis sorti du pic principal. Donc,
au bout de la durée correspondant à cette valeur de l'argument, delta oméga sur 2t égale pi, eh ben, je peux considérer que l'amplitude de ce que j'ai écrit en vert, l'amplitude du sinus cardinal, devient quasiment égale à rien du tout. Mais parce que quand l'amplitude Là, c'est un train d'onde que ça représente. Oui, oui. Et quand l'amplitude du train d'onde est nulle, ça veut dire que le train d'onde est fini et qu'on en passe à un autre. Non, c'est en ordre de grandeur. C'est-à-dire que vous voyez bien sur cette figure que là, si on a un axe X pour simplifier, j'ai écrit un axe X là. C'est juste un calcul en ordre de grandeur qu'on fait. Vous voyez bien qu'au-delà de X égale pi, il y a bien des petites oscillations encore. Mais elles sont beaucoup plus faibles que le premier pic. Oui, oui, oui. D'accord? Donc, en ordre de grandeur, c'est vraiment juste un calcul en ordre de grandeur que lorsque x égale pi, je considère un petit peu arbitrairement que ça y est, on a quasiment fini le train d'onde en question. Oui, merci. C'est ça que je voulais comprendre. Merci. Monsieur? Oui. J'ai une autre question. Je n'ai pas très bien compris en fait ce que ça représentait une longueur de cohérence. Alors, la longueur de cohérence, c'est la longueur d'un train d'onde. Pourquoi? Parce que si ok. à un endroit donné, vous avez une oscillation quasiment sinusoïdale du champ électrique, il ne faut pas oublier que ce champ électrique, il se propage à la vitesse de la lumière. Donc, cette oscillation sinusoïdale, en fait, elle va couvrir une zone dans l'espace qui a quelle longueur? C'est la durée de ce train d'onde multipliée par la vitesse de la lumière. Ok. Voilà. Merci. Monsieur, j'avais une question. Est-ce que chaque train d'onde a le même dossier? En ordre de grandeur, oui. L'ordre de grandeur de la durée de cohérence est toujours la même. Mais ce n'est pas exactement la même. Ça dépend. Voilà, il y a une part d'aléatoire dedans. Ah, d'accord. Du coup, pour chaque train d'onde ne sont pas en même forme. Ils sont Non, pas en ils n'ont même pas amplitude, ils sont pas exactement en même ils ont pas exactement longueur. la même amplitude, ils n'ont pas exactement la même longueur. C'est juste en ordre de grandeur. Ok, d'accord. Ok. Merci. Voilà. Donc bon, voilà, ça c'était un. Oui, allez-y. Monsieur, quand vous dites en ordre de grandeur, ça veut dire une valeur moyenne en fait? Un ordre de grandeur, si je vous demande, je ne sais pas, quelle est la taille de Nancy, vous allez me dire le diamètre de la ville de Nancy, c'est quoi? C'est 10 km. Vous n'allez pas me dire que c'est 10 cm. Vous n'allez pas me dire que c'est 100 km. C'est ça en ordre de grandeur. C'est okay. Approximativement. Ok. Voilà. Alors, ça, c'est un exemple avec un laser. Je vais vous donner, pour que ce soit encore un peu plus concret, je vous donne un autre exemple. Hein, et puis, vous allez voir après comment on s'en sert. Vous allez voir pourquoi c'est important de connaître la longueur d'un train d'onde quand on fait des interférences. Alors, autre exemple avec une source qui est assez classique, assez souvent utilisée en TP. Je prends une lampe à vapeur de sodium. Alors, les lampes à vapeur de sodium, ce sont des lampes jaunes. On en trouve, par exemple, sur les bords des autoroutes, des fois, ou dans les tunnels. Quand vous passez dans un tunnel et que c'est jaune, c'est des lampes à vapeur de sodium. C'est-à-dire, le sodium, normalement, c'est un solide, mais quand il est suffisamment chaud, ça fait un gaz. Il y a une petite vapeur d'atomes de sodium, et on envoie des décharges électriques dedans, et ça fait une raie d'émission qui se trouve à la longueur d'onde lambda égale 589 nanomètres. Tiens, alors je vais le corriger. Hop. Lambda égale 589 nanomètres. Alors, en réalité, quand on regarde de plus près, avec un bon spectroscope, on s'aperçoit qu'il y a deux longueurs d'onde. Il y en a une à 589,0 nanomètres et il y en a une autre à 589,6 nanomètres. Voilà. Donc, cette fois, si je représente le spectre de cette lampe, en fonction de la longueur d'onde ou en fonction de la fréquence, si vous voulez, ça revient au même, on a deux pics.
voilà, on a deux raies qu'on peut considérer comme infiniment fines. Elles sont écartées d'une certaine fréquence. Alors, c'est facile de faire le calcul. Hein. C'est exactement les mêmes valeurs les mêmes expressions littérales que précédemment. Vous pouvez calculer à partir de lambda 1, vous pouvez calculer nu1. À partir de lambda 2, vous pouvez calculer nu2. Et bon, vous pouvez en déduire, bien sûr, la différence entre les deux fréquences correspondantes. Alors, cette différence, bon, je vous donne le résultat, hein, je vous rappelle, nu égale c sur lambda. Et donc, vous calculez nu1, nu2, faites nu2 moins nu1, ou plutôt nu1 moins nu2, pour faire quelque chose de positif, et vous trouvez à peu près 5 fois 10 puissance 14 Hz. Voilà. Donc voilà, c'est en ordre de grandeur, même si ce n'est pas cette fois une distribution continue, hein, même si c'est juste deux raies, on peut reprendre en ordre de grandeur les expressions qu'on a utilisées avant. Et donc, si vous faites le calcul de la durée de cohérence, tau C c'est 1 sur delta nu, hein, c'est en ordre de grandeur, je mets un à peu près égal parce que c'est en ordre de grandeur, et vous trouvez cette fois 2 10 puissance moins 12 secondes. Donc, c'est beaucoup plus petit que ce qu'on avait trouvé tout à l'heure, hein, nettement plus petit. Vous avez une longueur de cohérence qu'on obtient en multipliant ça par la vitesse de la lumière qui vaut à peu près 0,6 mm. Donc là, on voit bien que c'est beaucoup plus petit que les 3 mètres précédents pour le laser. Et vous n'avez que à peu près 1000 oscillations quasiment sinusoïdales sur chaque train d'onde. Hein. Je peux le mettre aussi, tiens, n à peu près égal à 1000 oscillations sinusoïdales dans chaque train d'onde. J'écris pas les expressions littérales parce que c'est les mêmes que pour le laser. Hein. Environ 1000 oscillations sinusoïdales pour chaque train d'onde. Oui. Elle sort d'où la valeur pour le temps de cohérence? Moi, je vous ai donné lambda 1, lambda 2. Avec ça, vous avez nu1 et nu2. Donc, vous avez delta nu. Ouais. Delta nu, je l'ai écrit à droite, 5 10 puissance 14 Hz. Ah, ok, ok, merci. Voilà, donc c'est un ordre de grandeur qu'il faut avoir en tête tout à l'heure pour quand je vais vous reparler des interférences. Donc 3 mètres de longueur de cohérence pour un laser, seulement 0,6 mm pour une lampe à vapeur de sodium. Et on va voir que c'est ça qui explique que c'est beaucoup plus facile de faire des interférences avec un laser qu'avec une lampe à vapeur de sodium. Est-ce qu'il y a des questions là sur ce paragraphe-là? Monsieur? Oui. Vous obtenez comment le grand N? C'est la même formule que précédemment. Hein. Si vous avez Pardon? On est quoi comme valeur de mu, du coup, si on prend la formule? Vous prenez une valeur moyenne entre nu1 et nu2. Hein. Ça vous donne forcément le même ordre de grandeur. D'accord. D'accord, merci. Ok, donc avec ça, donc j'arrive au paragraphe 3, si je ne me suis pas trompé, toujours dans le C, donc C3, les conditions de cohérence. Donc c'est le grand 2 C3, conditions de cohérence. Bon, je vous rappelle que j'avais donné un plan du cours aussi à la première séance. Alors, donc je prends déjà, imaginez que vous avez déjà deux atomes qui sont du même type, mettons deux atomes de sodium. Alors je vais faire un petit paragraphe, j'appelle source. Hein. Sur la source, si vous avez deux atomes différents, deux atomes du même type, mais deux atomes, allez, j'écris, du même type, hein, par exemple des atomes de sodium ou deux atomes de mercure qui émettent de la lumière. Donc les atomes, je vais les appeler A1 et A2.
Et donc, les émissions de ces atomes, je peux les faire se superposer. Vous avez vu, par exemple, là, ce matin, on a fait un système interférentiel. Bon, vous avez des rayons qui peuvent être émis de A1 et de A2 et qui peuvent se superposer à un certain endroit qui fait partie du champ d'interférence. Donc voilà, mettons que ça se superpose au point P. Alors, le problème, c'est que avec ces deux atomes, vous émettez bien vous émettez bien des ondes qui ont la même fréquence, mais le problème, c'est que les différents trains d'ondes, ils ne se superposent pas forcément de manière cohérente. Alors, pour expliquer ça, je vais faire un petit copier-coller pour avoir une image un peu plus jolie. Donc, encore une fois, c'est un truc que je vous mettrai sur Arch, là, si vous trouvez que c'est difficile à recopier sur votre feuille. Voilà, j'essaie de grossir un petit peu. Voilà. Donc, j'ai dessiné là. Oui. Dites-moi. On l'a sur le poly, ce dessin. Ah, vous l'avez, bah, c'est parfait. Alors, vous pouvez faire du coup un coupé-collé de ça. Donc voilà, vous avez l'atome 1, l'atome 2 qui émettent différents trains d'ondes. Hein. Donc en fait, ce que vous avez, les petites oscillations en couleur que vous voyez là sur ce polycopier, ce sont les différents trains d'ondes donc qui ont en ordre de grandeur tous la même longueur, qui est la longueur de cohérence correspondant à ces atomes. Et ce qui se passe, c'est que d'une oscillation à l'autre, c'est le sens des petites flèches là que je fais, quand je fais une petite flèche comme ça veut dire que d'une oscillation à l'autre, c'est-à-dire d'un train d'onde à l'autre, eh bien, il ne faut pas oublier qu'il y a un changement de phase brutal. Hein. Donc c'est ce qui est marqué en tout petit, je ne sais pas si vous arrivez à le voir sur votre polycopier, mais c'est marqué juste au-dessus, changement de phase aléatoire. Bon, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que au niveau du point P, à un moment, vous allez avoir, par exemple, le train d'onde violet et le train d'onde vert qui arrivent et qui se superposent au niveau du point P. Alors, tant que, sur la durée d'un train d'onde, il n'y a pas de problème. Le déphasage entre ces deux trains d'onde, eh ben, il va prendre une certaine valeur constante. Le problème, c'est que juste après, vont arriver au point P le train d'onde en rouge, là, et puis au moins un bout du train d'onde en jaune. Et entre le rouge et le jaune, il va y avoir un déphasage qui va être différent du premier déphasage. Et puis, ça va être encore la même histoire quand on va arriver au train d'onde en bleu et au train d'onde en noir. Ils vont avoir l'un par rapport à l'autre encore un autre déphasage. Donc, ça, qu'est-ce que ça va poser comme problème? Ça va poser comme problème que quand on applique la formule de Fresnel là, qui est en dessous, I égale I1 plus I2 plus 2 racine de I1 I2 cos delta phi. Je vous rappelle qu'il faut la connaître par cœur, hein, cette formule-là. Et bien, dans cette formule-là, le déphasage entre les deux ondes qui vont se retrouver en P, ce déphasage, contrairement à ce qu'on pouvait penser là avec le début du cours, il ne va pas rester constant. Parce qu'en réalité, les atomes 1 et 2, ils ne sont pas synchrones. Ils n'émettent pas toujours la même onde sinusoïdale de la même façon. Ils n'émettent que des trains d'ondes qui ont beau avoir la même fréquence. En fait, ces trains d'ondes, ils sont toujours déphasés aléatoirement l'un par rapport à l'autre. Et comme ces paires de trains d'ondes arrivent à toute vitesse au point P, eh bien, nous, avec notre œil ou même avec notre détecteur électronique, on n'a pas le temps de voir quoi que ce soit parce que le terme cosinus delta phi, il va osciller extrêmement vite puisque à chaque fois qu'il y a une nouvelle paire de trains d'ondes qui arrive au point P, eh bien, la valeur de phi va être différente, la valeur de delta phi va être différente. Donc, ce qui va se passer, c'est que notre œil ou notre capteur va juste voir la valeur moyenne de cosinus delta phi pour des delta phi qui changent de manière aléatoire et extrêmement rapidement. Donc, au final, le terme d'interférence ici, il vaudra 0 en moyenne pour notre œil ou même pour n'importe quel capteur. Hein. Donc, oscillation trop rapide. Oscillation trop rapide pour les capteurs. Voilà. Même avec un laser,
hein. Typiquement, la longueur de cohérence, c'est quelques mètres, ou la durée de cohérence, hein, c'est la durée pendant laquelle on pourrait considérer que les deux ondes sont sinusoïdales. Ben, regardez, on a trouvé pour un laser, on a trouvé 10 puissance moins 8 secondes. Donc, sur des durées de l'ordre de, mettons, 10 puissance moins 6 secondes, ça fait sur une microseconde, vous avez une centaine de déphasages aléatoires. Autrement dit, ben, le capteur, même s'il est rapide à la microseconde, je pense à la microseconde parce que les photodiodes, je ne sais pas si vous en avez utilisé au lycée, mais c'est des composants vraiment rapides, hein, en électronique, ça réagit en une microseconde. Et ben, même en une microseconde, et ben, la photodiode, elle ne voit rien, parce que ce terme de déphasage, cosinus delta phi, il aura déjà oscillé une centaine de fois. Donc, on ne peut pas faire d'interférence, c'est ça la conclusion à laquelle je voulais arriver, on ne peut pas faire d'interférence avec deux atomes différents. Hein. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Monsieur, on vient de dire que justement que le déphasage changeait et variait à chaque fois, mais je comprends pas du coup pourquoi ça devient 0 en moyenne. Je vois pas. Ben, parce que si la phase change tout le temps, vous voyez, je prends par exemple le premier train d'onde là, qui est en violet, je sais pas, j'arrive pas trop à voir en quelle couleur il est là. Et le train d'onde qui est à droite, voilà, par rapport au train d'onde vert qui est juste en dessous, ils sont déphasés, ils sont un petit peu déphasés l'un par rapport à l'autre. D'accord ? Il y a un certain delta phi. Bon. Donc, à un instant donné, que voit le détecteur? Il voit l'intensité I1 plus I2 plus 2 racines de I1 I2 cosinus de ce delta phi là. Bon. Mais un instant plus tard, c'est-à-dire typiquement 10 puissance moins 8 secondes plus tard, qu'est-ce qui va se superposer au niveau du point P? Il va se superposer le train d'onde que j'entoure en vert et l'autre train d'onde que j'entoure en vert. L'un par rapport à l'autre, ils ont un autre déphasage. Donc, que va voir quelle est la nouvelle valeur du cosinus delta phi? Ben, on ne sait pas. Ça va être une valeur différente. Le delta phi va être différent. Donc, je ne sais pas, la valeur moyenne de cosinus delta phi, qu'est-ce que c'est? J'écris ici. C'est tout simplement, ça va être un truc du genre, je ne sais pas, donnez-moi des nombres au hasard entre 0 et 2 pi, ou entre 0 et 360 degrés. Allez, je le fais pour vous. Cosinus de 15, hein, ça va être mettons, à un moment, le déphasage vaut 15 degrés. En général, on donne les déphasages en radians, mais c'est peut-être pas très parlant. Donc, cosinus de 15 degrés, plus à un moment, ça va être cosinus de 190 degrés, plus cosinus de 270 degrés, plus, etc. Alors, imaginez que j'ai 100 termes comme ça, je fais la moyenne, 1 sur 100 facteur de tout ça, et ben ça fait quelque chose qui vaut à peu près 0, parce qu'il y a autant de valeurs positives que de valeurs négatives. D'accord, je vois maintenant. Merci, c'est clair. Ok, donc voilà, donc ce déphasage, juste peut-être pour mettre encore les points sur les i, hein, c'est quelle est l'expression du déphasage? Dans le déphasage, encore une fois, comme ce matin, il y a deux termes. Hein. Il y a le terme ici, le champ électrique correspondant, le champ électrique en P correspondant à l'onde 1 ou au rayon 1, c'est un terme du genre pendant un train d'onde, hein, c'est E0 exponentielle J oméga T moins 2pi sur lambda 0 fois le chemin optique entre A1 et le point P, où il y a les interférences, plus alors, ou moins, ça dépend de la convention, moins une certaine correspondant au train d'onde violet, mettons phase phi1. Et puis, au même instant, au niveau du point P, eh ben, je vais avoir pour l'autre onde, ça va être E01, E02, l'exponentielle J oméga T, c'est le même oméga, mais voilà, il y aura un terme de propagation de pi sur lambda 0 fois le chemin optique A2P, et puis il y aura une phase phi2 correspondant au train d'onde vert. Voilà.
un onde vert, phase Φ2. L'autre, c'est du violet. Φ1, c'est la phase correspondant au train d'onde violet. Donc, si ça restait tout le temps comme ça, de manière sinusoïdale, on aurait toujours le même décalage, c'est-à-dire on aurait la phase ou le retard de phase de l'onde 2 par rapport au retard de phase de l'onde 1, ça donnerait toujours la même valeur. On aurait un delta phi constant. Le problème, c'est que les valeurs de Φ1 et de Φ2 dans ces expressions n'arrêtent pas de changer. Ça change tous les, on a vu pour un laser, ça change tous les 10 puissance moins 8 secondes. Donc la valeur moyenne du cosinus delta phi, ça va être 0. Hein. Donc la conclusion, je la mets là juste en dessous, conclusion, on ne peut pas réaliser d'interférence avec deux atomes distincts. Conclusion, il faut utiliser, donc on ne peut pas déjà, on ne peut pas réaliser d'interférence avec deux atomes distincts. Voilà. Alors on peut se dire, du coup c'est fichu, il n'y a aucune. Comment ça se fait qu'on arrive quand même à faire des interférences? Alors l'astuce, ça consiste à partir du même atome. C'est le même atome dont on va utiliser deux rayons différents, où on va voir comment on peut faire. Il y a deux solutions en gros, mais au départ, on part toujours d'un atome. Donc ça, je vais l'expliquer dans le paragraphe petit b, que j'appelle condition de cohérence temporelle, je crois. Qu'est-ce que j'ai mis? Est-ce que vous pourriez juste réafficher le E1 de P, monsieur, s'il vous plaît? Oui, merci. Okay. Alors, je regarde, condition de cohérence. Je suis toujours dans cohérence temporelle. Ouais, c'est ça. Je regarde le titre. J'ai mis condition de cohérence, petit a la source. D'accord. Bon, alors je mets donc petit b, condition de cohérence temporelle. Voilà. Voilà, alors l'idée, c'est d'utiliser un système interférentiel, comme on l'a vu ce matin, pour partir d'un seul atome. Donc, vous avez un atome source, c'est pas un A2, c'est un atome, et à partir de cet atome, cet atome, qu'est-ce qu'il fait? Il émet des rayons tout autour de lui, hein. Il émet, en fait, c'est une source qu'on peut considérer comme ponctuelle, donc il émet une onde sphérique, voilà, onde sphérique. Et qu'est-ce que je peux faire avec cette onde sphérique? Je peux créer, comme on l'a vu ce matin, deux sources secondaires, qui sont des clones de cette onde sphérique. Donc, avec cet atome A, je crée deux sources secondaires que je vais noter A1 et A2. Et ces deux sources sont synchrones avec l'atome A. A1 et A2 sont résultent de l'utilisation du système interférentiel. Ce sont des clones. Alors le mot clone, c'est pas tellement un mot de physique, mais je le mets quand même, c'est peut-être parlant. Ce sont des clones de la source A ou de l'atome A. Voilà. On appelle ça des sources secondaires ou des sources sœurs. Source égale source secondaire, ou des fois on trouve l'expression source sœur. Voilà. Et on pourrait dire sœur jumelle parce qu'elle ressemble en tout point à ce qui se passe au niveau de l'atome A. Voilà. Ce sont des sources fictives
parce que bon, on l'a vu ce matin, les points S1 et S2, ce sont des points fictifs, mais ce sont des points. Tout se passe comme si la lumière provenait de ces points S1 et S2, hein, qu'on a vu dans le cas du miroir de Fresnel. Bon, donc ces sources-là, elles sont cohérentes. Alors, il y en a une qui peut être en retard par rapport à l'autre, mais c'est toujours le même retard. On a exactement toujours la même chose qui se passe. Alors, pour vous le montrer, pour le visualiser, je vais faire un petit copier-coller. Et je ne sais pas si vous avez le petit dessin que je vais coller là. Bon, si vous ne l'avez pas, je le recopierai, enfin, je vous le donnerai dans un fichier PowerPoint. Si, on l'a aussi, Ah, celui-là. vous l'avez, d'accord, bah voilà, super. Donc, vous pouvez le couper-coller. Et donc, voilà, ça représente deux sources sœurs. Alors, je les ai notées ici, S1 et S2. Qui envoie des trains d'onde en direction d'un point P qui est sur un certain écran. Et donc là, ce qu'on a sous les yeux, c'est le cas favorable où vous avez, si vous voulez, la source réelle. Alors, je peux la représenter ici, là à gauche, hein, je fais une séparation. La source réelle, si je la note S, eh bien, avec le système interférentiel, on a réussi à en faire deux sources sœurs, deux sources vraiment qui sont des clones de S. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait, la source S? Eh ben, elle a envoyé, par exemple, un train d'onde violet, comme ça. Au bout d'un moment, ce train d'onde, elle l'a envoyé dans toutes les directions autour d'elle. Voilà, ça ressemble à ça. Donc, elle en a envoyé un vers S2 et un autre vers S1. Au bout d'un moment, ces deux trains d'onde identiques, hein, puisque en fait il s'agit d'une onde sphérique. Hein. Donc ces deux trains d'onde qui sont identiques, ils se sont retrouvés donc ici et puis là. Hein. Alors ne faites peut-être pas, faites des flèches peut-être plus jolies que ce que je viens de faire, mais en fait ce sont deux clones du même train d'onde. Hein. On a, si vous voulez, je peux le dessiner de manière un petit peu plus claire avec un seul train d'onde ici. Voilà. La source S, à un moment, elle a créé un train d'onde que je représente en violet, et grâce au système interférentiel, on en a fait deux clones. Et vous avez donc un clone qui est arrivé ici, et un clone qui est arrivé là. Bon. Donc, si ces trains d'onde, lorsqu'ils arrivent au niveau du point P, s'ils arrivent sur l'écran d'interférence en même temps, eh bien, s'ils se superposent plus ou moins en même temps au niveau du point P. Alors, ils auront peut-être un petit décalage entre eux. Sauf que ce décalage, il va rester constant pendant toute la durée de l'intersection entre ces deux trains d'onde. En gros, sur la durée d'un train d'onde, vous aurez le même décalage entre les deux clones, celui qui est passé par S1 et celui qui est passé par S2. Donc, ça veut dire que on pourra avoir des interférences dans ce cas-là. Donc ça, c'est le cas favorable. Je vais écrire en dessous. Hein, donc voilà, ici, ce schéma, ça c'est le cas favorable pour les interférences. Cas favorable, les trains d'onde qui se superposent au niveau de l'écran, les trains d'onde qui se superposent en P, sont des clones, des copies conformes, sont des clones des trains d'onde, sont des clones ou d'un train d'onde qui a été émis au niveau de S. Ce sont des clones d'un train d'onde émis par S. Voilà. Donc, vous aurez un certain déphasage entre ces deux trains d'onde, mais ce n'est pas grave qu'il y ait un certain déphasage. Ce qui est important, c'est que quand vous allez passer
aux 2 clones suivants, j'entoure par exemple les 2 jaunes, eh bien, il y aura toujours le même décalage. Le décalage, dans ce cas, il ne provient que de la différence de longueur S2P moins S1P, c'est-à-dire il ne provient que de la différence de marche. Vous aurez le même décalage entre les 2 trains d'onde jaunes qu'entre les 2 trains d'onde roses. Vous aurez également, entre les 2 trains d'onde verts, vous aurez le même décalage, donc le même delta phi. Et pareil pour les 2 trains d'onde rouges qui arrivent après. Voilà. Donc, ça veut dire que d'un train d'onde, d'une paire de trains d'onde à l'autre, vous aurez toujours le même delta phi, toujours le même déphasage, toujours le même déphasage delta phi entre 2 trains d'onde qui se superposent, entre 2 trains d'onde qui se superposent en P. Voilà. Et donc, comme on a toujours le même delta phi, ben là, on pourra avoir des interférences. On aura bien I égale 2I0 facteur de 1 plus cosinus delta phi. Et on verra, puisqu'on a toujours le même delta phi, on aura toujours le même cosinus delta phi, on verra bien des interférences. Voilà. Donc ça, c'est le cas favorable. Bon, par contre, ce qui peut se passer, c'est que, et je vais faire un copier-coller d'une autre image que vous devez certainement avoir, le cas défavorable maintenant, c'est celui-là. Voilà. Donc ça, c'est le cas défavorable, le cas où on ne verra pas d'interférence. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Eh bien, vous voyez par exemple le premier train d'onde qui a été émis par la source S, c'est un train d'onde jaune. Et puis le deuxième train d'onde qui a été émis, c'est un train d'onde vert. Voilà. Et puis après, il y a eu un rouge. Bon, je n'ai pas la place d'en faire 36, mais normalement, avec 3 trains d'onde, vous allez comprendre. Voilà. Voilà ce qui a été émis par la source réelle S. Bon, le système interférentiel en a fait 2 clones. Bon. Et ces trains d'onde, quand ils arrivent au point P, ben voilà ce qui se passe. Vous voyez ici, il y a un tel décalage entre les distances à parcourir entre S2P et S1P. Ici, le décalage il est tellement grand que lorsque vous avez le train d'onde vert qui arrive au point P, eh bien, en même temps, c'est le train d'onde jaune qui arrive. Donc, entre le vert et le jaune, bah, il y a un certain déphasage. Bon, jusque-là, ça va, il y a un certain déphasage pendant la durée du train d'onde. On a un certain delta phi constant sur la durée du train d'onde. Le problème, c'est que juste après, vous avez au niveau du point P, qu'est-ce qui va se superposer? Le train d'onde rouge et le train d'onde vert. Or, ces 2 trains d'onde, entre eux, ils ont un autre déphasage. Et puis, ça va être pareil entre les 2 autres trains d'onde qui arrivent ici, puis ceux-là, etc. Il va y avoir à chaque fois un saut dans le déphasage, puisque d'un train d'onde à l'autre, la phase change brutalement. Eh bien, le déphasage delta phi, là, il va changer aléatoirement et extrêmement rapidement. Hein, donc, pour résumer ici, le problème, c'est que la différence S2P moins S1P est trop importante. Donc, c'est ce que je mets ici, là. Si la différence de marche, donc je vais mettre ici plutôt, la différence de marche, ici, la différence de marche, delta, est plus grande que la longueur d'un train d'onde. Est plus grande que la longueur d'un train d'onde. Voilà. Donc le problème, c'est que les trains d'onde qui se superposent au niveau du point P, eh ben, ils ne sont pas les clones du même train d'onde. Les trains d'onde qui se superposent en P sont indépendants.
ils ont des phases indépendantes. Ils sont indépendants. Et donc, la conséquence, c'est que le déphasage, delta phi, il va varier aléatoirement d'une paire de trains d'ondes à la paire de trains d'ondes suivante. Le déphasage delta phi varie aléatoirement d'une paire de trains d'ondes à la suivante. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Si le delta phi varie aléatoirement, la valeur de cosinus delta phi, la valeur moyenne du cosinus delta phi, va être égale à 0. Et donc, il y aura, comme tout à l'heure, il n'y aura pas d'interférence dans ce cas-là. Du coup, monsieur, c'est pour ça que c'est très dur d'avoir des interférences avec la lampe, parce que la longueur des trains d'onde est très petite. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, vous avez tout compris, si la différence de marche introduite par le système interférentiel dépasse la longueur de cohérence, dépasse la longueur d'un train d'onde, c'est fichu, on ne peut plus voir d'interférence. Or, la longueur de cohérence d'une lampe à vapeur de sodium, c'est même pas 1 millimètre. Donc, il faut, pour voir des interférences avec une lampe à vapeur de sodium, c'est possible, on peut le faire, mais alors il faut avoir des différences de marche qui sont très très petites. Il faut qu'elles soient plus petites qu'1 millimètre. Alors qu'avec un laser, même si vous avez 1 mètre de différence de marche, vous pouvez réaliser des interférences. Donc je mets ça d'ailleurs en conclusion. En conclusion, pour réaliser des interférences, voilà ce qu'il faut. En conclusion, pour observer des interférences, il faut que la différence de marche, il faut que la différence de marche, delta, qui est introduite par le système interférentiel, delta, créé par le système interférentiel, créé par le système interférentiel, soit plus faible, soit plus petite que la longueur d'un train d'onde. Longueur, ça y est, j'ai un trou, je ne sais même plus s'il y a un U là, non, j'ai mis un U en trop, je crois. Que la longueur, je sais plus, que la longueur d'un train d'onde. Comment ça s'écrit longueur? Avec un U. Avec un U. Donc j'ai barré, j'aurais alors, ok. D'accord, que la longueur d'un train d'onde. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la condition de cohérence temporelle égale condition de cohérence temporelle. Voilà, donc ça, c'est un truc assez fin, c'est un des points les plus délicats du chapitre, c'est d'avoir compris ces petits dessins. C'est une subtilité qui n'intervient que dans le cas des ondes lumineuses. Dans le cas des ondes sonores, il n'y a pas l'équivalent, parce que dans les ondes sonores, on sait faire des ondes parfaitement sinusoïdales, il n'y a aucun problème. Voilà, donc ça c'est la cohérence temporelle, et donc je disais qu'il restait, et on le fera la prochaine fois, une autre condition, donc déjà on ne peut pas utiliser des sources de lumière blanche, enfin on verra que ça limite énormément dans ce cas les phénomènes d'interférence, et ça explique qu'on n'ait pas réussi à les faire avant le siècle, mais on a une autre condition à respecter, c'est que la source ne doit pas être trop grande. Pourquoi on voudrait faire une source assez grande? Parce qu'on voudrait avoir le maximum de lumière. Et le problème, c'est qu'on va voir que en plus d'avoir une source qui est monochromatique ou plus ou moins monochromatique, il faut en plus que la source soit suffisamment petite, c'est-à-dire qu'elle est le diamètre apparent des sources doit être vraiment petit. Par exemple, le diamètre apparent du Soleil est déjà trop grand pour faire des interférences. Et c'est ça
le problème qui a limité énormément les physiciens au début du 19e siècle pour réaliser les interférences. Voilà. Bon, bah, écoutez, je crois que c'est l'heure. Je vous laisse vous déconnecter, sauf si vous avez des questions, comme d'habitude. Alors, vous avez le cours que je viens de faire. Je l'ai fait quasiment tel quel en vidéo. Hein. Là, sur cette partie-là, je crois que je n'ai pas changé énormément de choses par rapport à la vidéo qui est sur YouTube. Et si j'y arrive ce coup-ci, parce que ça fait plusieurs essais que je rate, j'essaierai d'enregistrer, enfin de mettre l'enregistrement de ce cours-là sur Arch aussi. Voilà, donc je mettrai derrière la vidéo 3, il y aura, si tout se passe bien, il y aura cours sur Teams, c'est pas la 3 d'ailleurs, c'est la 4, je crois, cours sur Teams numéro 4. Voilà, donc bon week-end à ceux qui n'ont plus de questions, puis si vous en avez, je vous écoute. Monsieur? Oui. Vous pouvez expliquer pourquoi dans le cas défavorable, la valeur moyenne de cos delta phi est égale à 0? Parce que vous voyez là sur le petit dessin qu'on a sous les yeux, vous avez un train d'onde vert et un train d'onde jaune qui sont en train d'arriver au point P. Oui. Bon, donc ces trains d'onde, ils ont un certain déphasage. Mettons que je ne sais pas, c'est leur différence de phase, c'est pi sur 2. Alors, il n'y a pas de problème, on a un delta phi qui vaut pi sur 2. Donc, ça fait alors, non, pi sur 2, c'est un mauvais exemple parce que ça fait 0. Mais mettons que ce soit pi sur 4. Donc, vous avez un cos delta phi qui vaut cos de pi sur 4, ça fait une valeur non nulle. Oui. D'accord ? Ça fait voilà, racine de 2 sur 2. Mais juste après, qu'est-ce qui arrive? Il y a un train d'onde rouge et un train d'onde vert. Ces deux trains d'onde, ils ont entre eux un déphasage constant. Oui. Mais ce n'est pas le même déphasage que, vous voyez, il y a des lettres. Alors, je vais les utiliser. Ce qui arrive au point P, au début, c'est H1 et I2. Et après, il y a G1 et H2. Et bien, G1 et H2, ils ont un autre déphasage entre eux que H1 et I2. Oui, d'accord. Donc, le delta phi, il va sauter du premier groupe, de la première paire de trains d'onde à la deuxième paire de trains d'onde. Le delta phi, il va sauter de pi sur 4, mettons, à 3 pi sur 4, par exemple. Oui. D'accord ? On aura donc, à chaque fois qu'on a une nouvelle paire de trains d'onde qui arrive au point P, on va avoir un delta phi qui saute brutalement et de manière aléatoire. D'accord. D'accord ? Or, sur la durée que peut, sur le temps de détection des détecteurs courants, c'est-à-dire au moins une microseconde, eh bien, des paires de trains d'onde qui arrivent au niveau du point P, il va y en avoir un sacré paquet. Il va y en avoir au moins une centaine. Et à chaque fois que vous passez d'une paire de trains d'onde à la paire suivante, hop, delta phi saute de manière aléatoire. Donc, en moyenne, le cosinus de delta phi, ça va être le cosinus d'un grand nombre d'angles delta phi qui n'ont rien à voir entre eux. Donc, valeur moyenne nulle. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'interférence, du coup. Et c'est pour ça qu'il n'y aura pas le fameux terme d'interférence de racine de I1, I2, cosinus delta phi. Ouais. Ok, d'accord, merci. De rien. Oui, monsieur, j'ai du mal à imaginer comment il peut y avoir, comment il peut y avoir une différence de phase entre deux trains d'onde différents. Enfin, ça veut dire que le premier train d'onde, il va commencer vers le. Enfin, il y a un train d'onde qui va avoir une. Enfin, il y a un train d'onde qui va commencer par une sinusoïde qui commence qui commence en un cosinus qui est de 0. Enfin, qui commence en. Vous avez ici sur le schéma, vous avez le premier train d'onde qui a été émis, c'est un train d'onde jaune. D'accord ? Donc on peut considérer que c'est une sinusoïde jaune. C'est bon jusque-là ? Oui, bon. oui. Mais au bout d'un moment, ce train d'onde, il va s'arrêter. Au bout de combien de temps ? Au bout de la durée Taussé qu'on a calculée. Hop, il va y avoir un autre train d'onde qui n'a rien à voir avec le premier. C'est-à-dire que entre le train d'onde jaune et le train d'onde vert, la phase aura changé brutalement, comme on l'a vu sur les graphiques d'avant. OK ? Oui. Et puis, quand vous passerez au train d'onde d'après, il y a encore un déphasage aléatoire. D'accord, c'est ça qui me posait problème. C'est que du coup, le jaune, non mais je crois que j'ai compris le mécanisme, mais c'est juste le fait que ils n'aient pas la même phase de deux trains d'onde différents. Voilà. Le jaune commence d'un train vers d'onde le à haut. l'autre, la phase change aléatoirement. C'est ce que je vous avais montré sur un graphique là avant. Je le retrouve. C'était peut-être au début. Oui, peut-être. Tiens.
Est-ce que je l'ai effacé? Ah non, il est là, voilà. Hein. Donc, je vous avais montré le train d'onde rouge. Là, voilà. Ça, c'est un train d'onde. La phase correspondante, c'est ça. Okay. Quand vous passez au train d'onde suivant, le vert, la phase, elle a changé brutalement. Ah oui, d'accord. Ok. Oui. Ok, d'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour monsieur. Oui, Du bonjour. coup, par rapport à ce que vous venez de dire, les conditions favorables, alors, vu que c'est les mêmes trains d'onde, pourquoi la Oui. phase, elle n'est pas nulle? Si c'est la même phase pour les deux. Parce que alors c'est pas la même phase pour les deux. C'est-à-dire que le train d'onde, les deux trains d'onde ici, dans ce cas-là, hein, le D1, D2, ces deux trains d'onde violets, ce sont deux clones du même train d'onde violet qui a été créé par la source S. D'accord ? Le problème, c'est que la distance entre S2 et P est plus grande que la distance entre S1 et P. Autrement dit, le clone qui est passé par S1, il arrive en P avant le qui est passé par S2. Oui, ok. Donc il y a bien un déphasage entre ces deux trains d'onde. Mais ce que je dis, c'est que ça ne pose pas problème dans ce cas-là, parce que l'avance du train d'onde par S1 par rapport à celui qui est passé par S2, c'est toujours la même. Que vous considériez le train d'onde violet, le jaune, le vert, le rouge, c'est toujours la même avance, c'est toujours le même décalage. Oui, ok, je vois, d'accord. Ok, merci. De rien.